Dans cette deuxième partie, on va donner les définitions essentielles. Tout d'abord, on va répondre à 3 questions. C'est quoi la commande prédictive? C'est quoi la commande adaptative? Quand est-ce qu'on utilise la commande adaptative? Et comment on utilise la commande adaptative? Tout d'abord, le quoi? Qu'est-ce que la commande adaptative? C'est un ensemble de techniques qui permettent de fournir une approche systématique pour l'ajustement des correcteurs en temps réel. On parle d'approche systématique, c'est une approche algorithmique, un ensemble d'étapes qu'on suit systématiquement et qui, dans certaines conditions, nous permettent d'obtenir un correcteur à la fin. En temps réel, le calcul de ce correcteur doit se faire en temps réel, en même temps que le processus fonctionne. On ne doit pas arrêter le processus, calculer le correcteur puis l'implémenter. Le calcul se fait en même temps que le système ou le processus fonctionne. Par ajustement, on fait référence à la mise à jour des paramètres des correcteurs. Le correcteur en commande adaptative n'est pas fixe, il change avec le temps et ses paramètres sont ajustés par l'algorithme adaptatif. Le pourquoi? Le but de la commande adaptative est d'atteindre et de maintenir le degré de performance désiré pour le système de commande quand les paramètres du système sont inconnus ou variables dans le temps. Par degré de performance, on souhaite tout simplement dire satisfaction du cahier des charges. Vous pouvez définir un cahier des charges, par exemple en spécifiant le temps de réponse minimum, l'erreur minimale sur la poursuite par exemple, ou sur la variation de la sortie ou de la commande. Et ce degré doit être atteint et maintenu. Alors pourquoi on utilise la commande prédictive? Tout simplement, en réalité, les systèmes ont des paramètres qui sont souvent variables dans le temps. Si vous prenez un moteur, ses éléments électriques, par vieillissement ou par réchauffement, ses résistances, ses inductances peuvent changer de valeur. Ces changements peuvent être importants, donc ils peuvent dépasser par exemple les 100%. On peut avoir aussi des paramètres avec des systèmes plutôt avec des paramètres inconnus. Si vous prenez un système qui tourne, il y aura forcément des frottements et il est difficile d'obtenir une valeur constante et fiable pour le coefficient de frottement. La commande adaptative est donc utilisée pour les systèmes qui ont des paramètres inconnus ou variables dans le temps. Un troisième cas qui n'est pas cité dans cette définition et pour lequel on peut utiliser la commande adaptative est celui des systèmes qui ont des paramètres incertains. On connaît une certaine valeur de ce paramètre mais avec une certaine incertitude. Vous dites par exemple que la résistance de l'induit est de 4 kΩ avec plus ou moins 10%. Ces systèmes sont traités à la base avec des techniques de commande robustes, comme la commande H-infini ou la mu-analyse ou d'autres techniques robustes, mais on peut également utiliser la commande adaptative pour ces systèmes. On va voir maintenant une comparaison entre la commande conventionnelle, la commande classique avec feedback et la commande adaptative. En commande conventionnelle, un ingénieur automaticien, pour concevoir un correcteur, suit généralement 3 étapes. Premièrement, définir ou étudier le cahier des charges. C'est l'ensemble des spécifications que l'on souhaite du correcteur. Ces caractéristiques peuvent être définies dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel en termes de marge de gain, de phase et de module par exemple. Une fois le cahier de charge des charges défini, l'automaticien a souvent besoin d'un modèle du processus qu'il souhaite commander. Ce modèle peut être obtenu soit avec une modélisation physique, si on connaît les phénomènes physiques qui agissent dans le système. Par exemple, si vous prenez un pendule inversé, vous appliquez les lois de Newton ou les équations de Lagrange et vous obtenez les équations différentielles qui régissent son comportement. On peut aussi obtenir ce qu'on appelle des modèles d'identification. Dans un modèle d'identification, vous ne cherchez pas à comprendre les phénomènes physiques qui régissent le fonctionnement du système. Vous choisissez simplement une structure pour modéliser votre système. Vous dites par exemple que c'est un système du premier ordre, du second ordre
et puis avec des méthodes d'identification comme les moindres carrés par exemple, vous identifiez ou vous estimez les paramètres de ce modèle. À la fin de la deuxième étape, l'automaticien dispose d'un modèle du processus qu'il souhaite commander. Il va utiliser ce modèle pour faire des simulations ou des calculs analytiques afin d'analyser les performances de son système, voir s'il est stable par exemple, qui est la première propriété et la plus importante. S'il est stable, calculer ses marges de stabilité, voir sa réponse aux entrées types, par exemple à un échelon, voir quel est son dépassement, quelle est son erreur statique, ainsi de suite. Il peut aussi l'analyser dans le domaine fréquentiel en traçant son lieu de Bode pour voir la réponse fréquentielle du système. Et à partir de ces diagrammes, il peut commencer à faire une synthèse de correcteurs. La synthèse se fait généralement avec des méthodes, soit temporelles, soit fréquentielles. L'automaticien choisit donc une structure de commande. Il va dire par exemple, je vais utiliser un correcteur proportionnel ou un correcteur proportionnel intégral. Par la suite, il va régler ce correcteur. Il va choisir les paramètres de ce correcteur. Ces étapes se font souvent hors ligne. Donc l'automaticien a tout le temps pour faire ce travail. En commande adaptative, cette procédure se fait de façon automatique. C'est le système adaptatif qui doit lui-même trouver le modèle, calculer le correcteur et implémenter ce correcteur. La commande adaptative est finalement une implémentation en temps réel de la procédure de synthèse d'un correcteur conventionnel. Ceci est clairement mis en évidence dans ce schéma. On voit deux boucles. La boucle conventionnelle en rouge qui comporte le système ou le processus, le correcteur. Ici, c'est un correcteur ajustable vu qu'on est en commande adaptative, il change avec le temps. Le feedback, la consigne et la commande. Là, c'est la sortie du système. Ce qui est en bleu est la boucle adaptative. La boucle adaptative a pour rôle de changer les paramètres du correcteur ajustable. Ce mécanisme d'ajustement utilise toutes les informations disponibles. La consigne, la commande, la sortie du système. Éventuellement, si on a d'autres mesures, par exemple les variables d'état du système, le mécanisme d'ajustement peut aussi les utiliser. La performance désirée est ce qui traduit le niveau de performance ou le cahier des charges. Ce mécanisme adaptatif va calculer des paramètres et il va ajuster notre correcteur. La boucle externe supervise le fonctionnement de la boucle interne, qui est la boucle conventionnelle. Il y a donc deux boucles, une boucle conventionnelle qui est la boucle interne, qui est supervisée par la boucle externe. Son rôle est de réaliser une régulation ou une poursuite. L'objectif classique d'une boucle en automatique. La régulation, si on a une consigne fixe et qu'on souhaite rejeter les perturbations, et la poursuite si on a une consigne variable. La boucle adaptative, c'est la boucle externe, c'est elle qui supervise la boucle interne. Son rôle est de modifier, si besoin, le correcteur de la boucle interne. Dans ces deux boucles, la boucle externe est la boucle la plus lente et la boucle interne, la boucle la plus rapide. Ce qui est normal, la boucle qui supervise doit laisser à la boucle interne le temps de réaliser son objectif pour pouvoir la changer. Si par exemple vous changez votre correcteur plus rapidement que le temps de réponse en boucle fermée, le système n'aura pas le temps d'atteindre son régime permanent, ce qui serait absurde. La commande adaptative peut s'utiliser en boucle ouverte comme en boucle fermée, comme on l'a vu sur le schéma précédent, ou en boucle ouverte. Bien sûr, on parle de boucle ouverte par rapport à la boucle adaptative et non pas par rapport à la boucle conventionnelle. Ici, vous avez des changements dans l'environnement du système qui sont mesurés et qui sont transmis au mécanisme d'adaptation. Par contre, le mécanisme d'adaptation
ne reçoit aucune information de la sortie du système. C'est pour cette raison, l'absence d'un feedback entre le système et le mécanisme d'adaptation, qu'on parle de commande adaptative en boucle ouverte. Donc pas de feedback dans la boucle externe. Alors il y a une erreur ici, pardon, donc le feedback il n'est pas dans la boucle externe, dans la boucle interne il y a un feedback. La boucle adaptative agit suite à un changement dans l'environnement et la commande par séquencement de gain, le gain scheduling, il y a un ici, est un exemple. Donc le gain scheduling c'est une technique qui est très utilisée en ingénierie des systèmes en commande. Son principe est de choisir plusieurs points de fonctionnement et de changer son correcteur en fonction de ce point de fonctionnement. Un exemple, si vous prenez un avion ou un lanceur spatial, cet avion va évoluer dans l'atmosphère et la température, la densité de l'air et la masse volumique de l'air va naturellement changer en fonction de l'altitude. Ce paramètre, la densité de l'air, est un paramètre très important pour le calcul du correcteur. Donc, c'est un changement dans l'environnement du système et non pas un changement dans le système lui-même. En fonction de ce changement dans l'environnement du système, le correcteur est recalculé à chaque fois. C'est un exemple de commande adaptative en boucle ouverte. On va maintenant voir les deux grandes familles de commandes adaptatives, la commande adaptative directe et la commande adaptative indirecte. Le schéma qu'on a vu au début est un schéma de commande adaptative directe. En commande adaptative directe, les performances du système sont spécifiées à travers un modèle de référence. Ce modèle de référence traduit le comportement qu'on souhaite avoir pour le système en boucle fermée grâce au mécanisme d'ajustement et au correcteur. Le modèle de référence est donc défini à partir du cahier des charges. C'est un modèle qui aura pour entrée la consigne et pour sortie YM, la sortie du modèle de référence. Sa sortie, bien sûr aussi le YC, la commande, la sortie du système, toutes les informations disponibles sont transmises au mécanisme d'adaptation qui ajuste les paramètres du correcteur. Donc on voit ici que le mécanisme d'adaptation agit directement sur le correcteur, d'où l'appellation de commande adaptative directe. Donc elle va utiliser un modèle de référence pour spécifier les performances désirées, celle du cahier des charges. La boucle adaptative va modifier le correcteur de la boucle conventionnelle pour que celle-ci ait un comportement aussi proche que possible du modèle de référence. Donc on souhaite que ce système en boucle fermée se comporte le plus proche possible du modèle de référence. Y doit être le plus proche possible de YM pour la même entrée YC. Donc là, le mécanisme d'adaptation calcule souvent l'erreur entre Y et YM et il l'utilise, comme on va le voir par la suite, pour l'ajustement des paramètres du correcteur. Le mécanisme d'adaptation agit comme suit. Il reçoit des informations à partir de la sortie du système, de la sortie du modèle de référence, de la consigne, de la commande. Il y a certaines connexions qu'on n'a pas faites ici, par exemple le YC. On fournit l'information de YC au mécanisme d'adaptation. Et toutes ces informations sont utilisées pour ajuster les paramètres du correcteur. Comme je viens de le dire, l'erreur, la différence entre la sortie du système et celle du modèle de référence, est utilisée pour calculer l'indice de performance. L'indice de performance est une fonction de l'erreur. Ça peut être par exemple l'intégrale de l'erreur au carré entre l'instant 0 et l'instant t. Et ce mécanisme d'ajustement va ajuster ou changer les paramètres du correcteur directement à travers le mécanisme d'adaptation. Donc là, il n'y a pas une étape intermédiaire entre les deux. Pour la commande adaptative indirecte, donc on voit ici une étape supplémentaire qui est l'estimation d'un modèle du processus. Donc avant de calculer le correcteur ou d'ajuster les paramètres du correcteur, on utilise les entrées et les sorties du processus
pour calculer un modèle avec des techniques d'estimation, les moindres carrés par exemple, ou les moindres carrés récursifs. Et ce modèle-là est utilisé pour calculer un correcteur. Là, on suit exactement ce qu'on a dit donc, dans ce slide, où la commande adaptative est une implémentation en temps réel. Donc on calcule le modèle et puis on calcule le correcteur. La commande adaptative indirecte agit en 3 étapes. La collecte des données, les entrées et les sorties du processus, l'identification des modèles, par les moindres carrés par exemple, et l'utilisation de ce modèle pour la synthèse ou le calcul d'un correcteur. Ce qui distingue une commande adaptative indirecte d'une commande directe, premièrement, c'est l'estimation en ligne ou en temps réel des paramètres du modèle du processus. Donc, vous voyez ici que cette étape d'estimation de modèle n'est pas présente en commande adaptative directe. La deuxième chose, c'est le calcul en ligne des paramètres du correcteur en fonction du modèle estimé. Ici, ce modèle est utilisé pour calculer les paramètres du correcteur, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'on n'a pas de modèle. La commande adaptative indirecte va utiliser les techniques d'estimation en ligne du modèle, les moindres carrés, comme je l'ai dit. Bon, il y a d'autres techniques. L'estimateur en ligne est un prédicateur, donc il prédit les sorties futures. Souvent, on travaille en discret, un système échantillonné. Donc, c'est un prédicteur ajustable ou un modèle qui change, qui utilise la mesure des sorties passées du processus pour prédire la sortie actuelle et éventuellement les sorties futures. L'erreur de prédiction entre la sortie du processus et celle du prédicteur est utilisée pour ajuster les paramètres du prédicteur à travers des algorithmes d'adaptation. Donc là, c'est l'erreur entre Y et la sortie du modèle qui est utilisée, c'est la technique des moindres carrés. Donc on a notre processus, on a sa sortie, on a notre modèle identifié à l'instant K. Cette erreur à l'instant K, avec les erreurs précédentes, va être utilisée par l'algorithme d'adaptation pour changer les paramètres du prédicteur. On va maintenant s'intéresser uniquement à la commande adaptative directe par l'approche de la commande adaptative par modèle de référence, le MRAC, le Model Reference Adaptive Control. On rappelle son schéma: un modèle de référence, une boucle conventionnelle et un mécanisme d'ajustement qui utilise toutes les informations disponibles pour mettre à jour ou calculer le correcteur. L'objectif de la commande adaptative par modèle de référence, c'est d'avoir la sortie de la boucle conventionnelle qui soit la plus proche possible de celle du modèle de référence. Avoir un comportement le plus proche possible du modèle de référence. Alors attention, avoir les mêmes sorties ne veut pas dire que la fonction de transfert, par exemple, si on est en cas continu de notre système en boucle fermée conventionnelle, est la même que celle du modèle de référence. On va voir la différence entre la poursuite exacte et l'autre cas. Un schéma de commande adaptative comporte principalement deux boucles. Là, on rappelle ce qu'on a dit. La boucle interne, c'est la boucle conventionnelle, et la boucle externe, c'est la boucle adaptative. Je rappelle que la boucle adaptative, c'est la boucle qui supervise la boucle interne, c'est la boucle lente, et la boucle interne, c'est la boucle esclave, c'est la boucle rapide. Les paramètres du régulateur adaptatif sont calculés à partir de l'erreur. Attention ici, l'erreur, c'est la sortie du système moins la sortie du modèle de référence. D'habitude, on calcule l'erreur, le epsilon, comme étant le YC moins le Y. Donc là, c'est le Y moins le YM. On prend d'abord la sortie et on lui soustrait la sortie du modèle de référence. Donc ne faites pas l'erreur de dire que E c'est YM moins Y par la boucle adaptative pour un modèle de référence donné. On peut classer les méthodes en deux. Bon, il y en a plus, mais ici dans ce cours, on ne parlera que de ces deux catégories. Les méthodes du gradient, qui sont basées sur la technique du gradient, qui est une méthode d'optimisation,
et les méthodes basées sur la théorie de la stabilité. On va parler de stabilité de systèmes non linéaires, non autonomes. On va commencer par la méthode du gradient. La méthode du gradient s'appelle aussi règle MIT, puisqu'elle a été découverte au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Son idée, c'est d'optimiser un critère de performance qui est l'erreur au carré, ou le 1/2 de l'erreur au carré. Le 1 sur 2, c'est juste pour simplifier le 2 quand on calculera la dérive. Donc là, on définit le critère de performance. On a dit que le critère de performance était une fonction de l'erreur E, y moins ym, la différence entre la sortie du système et celle du modèle de référence. Donc là, avec la méthode MIT, on choisit ce critère quadratique. Et on doit minimiser ce critère pour avoir la valeur la plus petite de l'erreur entre la sortie du système et celle du modèle de référence. On doit avoir un comportement le plus proche possible du modèle de référence. On va utiliser l'algorithme de descente du gradient pour rendre jθ le plus petit. Ici, l'algorithme de descente du gradient sera utilisé en continu. D'habitude, pour le gradient, si vous voulez optimiser une fonction f de θ, vous dites que, par rapport à θ, vous dites que θ de k plus 1 est égal à θ de k moins une constante positive fois le gradient de votre fonction par rapport à θ. Bon, on montre, vous pouvez voir l'exercice de TD qui parle de ça, que ça, c'est la version continue de l'algorithme du gradient. C'est un algorithme de descente. Les algorithmes de descente, c'est des algorithmes qui utilisent le gradient pour calculer la plus grande pente et aller en direction inverse. C'est le même principe que celui de l'eau qui s'écoule sur un flanc de montagne. L'eau va suivre toujours la direction de la pente la plus abrupte. Donc le gradient, rappelez-vous, c'est un vecteur qui donne la direction de la tangente en un point. Et cette direction, c'est celle de la plus grande pente dans la courbe du système. Et en mettant un moins, on va aller en descendant. C'est un algorithme qui permet d'obtenir un minimum. Ce n'est pas forcément un minimum global. Dans le cas de fonctions convexes, ça sera un minimum global. Mais dans le cas général, c'est un minimum. Donc nous, on s'intéresse juste à trouver une solution acceptable pour notre problème. Donc c'est un algorithme de descente qui permet de rendre jθ plus petit, d'essayer d'atteindre la valeur la plus petite de l'erreur quadratique. La règle de mise à jour est la suivante. Donc dθ sur dt égale moins gamma d rond j sur d rond θ. Donc on va dériver j par rapport à θ. Ici, n'oubliez pas que l'erreur dépend de θ. Donc là, pour être rigoureux, on aurait dû écrire 1 sur 2 e de θ au carré. E est une fonction de θ. Donc on va dériver 1 sur 2 e au carré de θ par rapport à θ. On dérive d'abord 1 sur 2 e au carré, ça va nous donner e. Et puis on dérive e par rapport à θ. Donc ça va nous donner e fois d rond e sur d rond θ. Avec le moins gamma, ça nous donne moins gamma e, d rond e sur d rond θ. D rond e sur d rond θ est la sensibilité de l'erreur par rapport au paramètre. C'est la dérivée partielle de l'erreur par rapport au paramètre. C'est le gradient de e par rapport à θ. Donc ce vecteur va nous indiquer comment l'erreur est influencée par rapport à une variation de paramètres. Vous avez peut-être vu parler de sensibilité paramétrique au moment où vous avez calculé dans un cours de base sur l'automatique, et voir que le feedback effectivement réduit la sensibilité paramétrique de votre système par rapport à la boucle ouverte. Alors ce critère, en l'utilisant, on aboutit à cette règle, et cette règle-là, c'est la règle MIT. On peut définir d'autres critères, la valeur absolue. Donc si j'applique la même règle, moins gamma d rond j sur d rond θ, je dérive cette fonction par rapport à θ. Donc je dérive d'abord la fonction valeur absolue. La dérivée de la valeur absolue, c'est la fonction signe. Donc j'aurai signe de e. La fonction signe, c'est celle qui donne le signe d'un nombre réel. Moins 1 s'il est négatif, 1 s'il est positif, et 0 s'il est nul. Donc c'est le signe de e. Et là, on aura toujours la dérivée de e par rapport à θ.
Il existe également une version qui est appelée sin. Donc dans cette version, au lieu de calculer la dérivée de e par rapport à θ, on va prendre tout simplement le sin. Et ici, vous avez le produit de deux variables qui sont binaires, donc -1 ou 1, -1 ou 1. Et pour le calcul, ça va être beaucoup plus rapide que si vous utilisez une variable réelle, des rangs e sur des rangs θ. Donc c'est pour cette raison que ce dernier algorithme est très rapide. Bon, les personnes qui ont fait des télécoms peuvent vérifier que cet algorithme est utilisé en télécommunication pour la détection d'erreurs notamment ou l'adaptation. Donc en résumé, pour cette partie, l'utilisation de la règle MIT revient à choisir la règle d'adaptation suivante: dθ sur dt égale moins gamma e sur des rangs e sur des rangs θ. On va appliquer ça sur un exemple en boucle ouverte. Alors attention ici, la boucle ouverte est par rapport à la boucle interne et non pas par rapport à la boucle externe, comme on l'a vu dans la classification des commandes adaptatives. Donc là, on a une boucle ouverte en interne et on a une commande adaptative en boucle fermée. On considère donc ce système, sa fonction de transfert c'est KGS, G c'est une fonction de transfert linéaire, le K est un gain inconnu. Donc là, on utilise la commande adaptative parce que un paramètre du système est inconnu. On a vu que les cas où on utilise la commande adaptative, c'est ceux où les paramètres du système sont inconnus, sont variables dans le temps ou sont incertains. On utilise une commande proportionnelle en boucle ouverte. Donc la commande, c'est tout simplement la consigne multipliée par un gain θ. Et là, c'est le modèle de référence. Donc on souhaite que ce système en boucle ouverte se comporte comme ce modèle de référence. Le modèle de référence, c'est un gain K0 qui cette fois-ci est connu puisque c'est notre modèle de référence fois la même fonction de transfert qui est elle aussi connue, G de S. Donc l'entrée c'est YC, la sortie c'est YM. Donc ça c'est notre modèle de référence, ça c'est notre boucle interne. On calcule l'erreur, la sortie entre Y et YM, et on va utiliser cette erreur pour calculer donc les paramètres de notre algorithme adaptatif. Alors ici, on n'a pas parlé du θ. Que représente le θ? Le θ, c'est le vecteur des paramètres du correcteur. Ne faites pas l'erreur de dire que θ, c'est le vecteur des paramètres inconnus. θ, c'est les paramètres qu'on ajuste. C'est les paramètres du correcteur. Ici, K est un paramètre du système, il est inconnu. Et là, on a utilisé le même nom pour θ qui est un paramètre du correcteur. Donc là, la règle d'adaptation va concerner θ. Notre objectif est de trouver un correcteur en boucle ouverte pour que le système corrigé possède une fonction de transfert Gm qui est égale à celle du système en boucle, plutôt à celle du modèle de référence. Donc là, si le K était connu, ça aurait été simple. Donc on devrait tout simplement avoir θ fois K égale à K0. Mais le K étant inconnu, ça nécessite une règle d'adaptation. Donc on a la commande U qui est égale à θ fois YC. θ c'est le paramètre ajustable du correcteur. YC c'est la consigne et U c'est la commande. On suppose dans un premier temps que K est connu. C'est ce qu'on va faire par la suite pour tous les schémas de commande adaptatifs. Et on souhaite réaliser une poursuite parfaite du modèle. Donc pour avoir une poursuite parfaite, ce modèle-là en boucle ouverte doit être exactement le même que celui du modèle de référence. Donc si je calcule le transfert entre YC et Y, je vais avoir θ fois K fois GS. Donc on doit avoir θ fois K fois GS qui est égal à Gm. Gm c'est tout ça, c'est K0 fois GS. En simplifiant le G, on va avoir θ fois K égale K0. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le paramètre du gain du correcteur θ. Donc on aura θ0 égale à K0 sur K. Donc si K était connu, donc le problème serait directement résolu.
en disant que le gain serait égal à K0 sur K. Mais là, le K est inconnu. On va utiliser la règle MIT pour trouver une règle d'adaptation ou une règle de mise à jour du paramètre K. Je rappelle la règle MIT. dθ sur dt égale à moins gamma d rond E sur d rond θ fois E. Alors, l'erreur, c'est la sortie du système moins la sortie du modèle de référence. Y, la sortie du système, c'est la fonction de transfert du système, K fois GS, fois l'entrée U. L'entrée U, c'est YC fois θ. Et la sortie du modèle de référence YM, c'est la consigne YC fois la fonction de transfert du modèle de référence K0 GS. On va dériver l'erreur par rapport à θ pour calculer d rond E sur d rond θ. Alors vous voyez que le θ n'apparaît qu'ici, ce terme-là, il aura une dérivée nulle. C'est un produit simple, donc on aura d rond E sur d rond θ égale à K fois GS fois YC. On sait bien que K0 fois GS fois YC, c'est YM. Donc on va multiplier et diviser par K0. Le K0 GS YC, ça sera YM. Donc il nous restera K sur K0 fois YM. On remplace ce terme-là dans cette expression et on aura dθ sur dt égale moins gamma K sur K0 YM fois l'erreur E. Alors le K est toujours inconnu. Donc pour résoudre ce problème, on va définir une nouvelle constante qu'on va appeler gamma prime et qui est égale à gamma fois K. Donc gamma prime est égale, une constante gamma prime qui est égale à gamma fois K sur K0. Donc tout ça, ça sera gamma prime. Maintenant, on doit connaître le signe de gamma prime. Donc, si K et K0 sont positifs, par exemple, gamma prime va être aussi positif. Par contre, si, par exemple, K est négatif, K0 positif, gamma prime doit être... Donc, si K et K0 sont de même signe, gamma prime va être de même signe que gamma, donc positif. Mais si K et K0 sont de signes opposés, donc K sur K0 va être négatif avec le moins. Donc on doit avoir un gamma prime qui est négatif. Voilà donc finalement la règle d'adaptation, celle-ci, dθ sur dt égale moins gamma prime ym fois E. Si vous voulez implémenter ça sur Simulink, vous aurez le schéma suivant. Ça, c'est votre modèle de référence. Donc ça, c'est son entrée. Alors ici, il y a une erreur dans le sens de la flèche. Donc là, ça sera ym qui va aller dans ce sens. Et qui va aller dans ce sens. Donc cette flèche-là va venir ici. De là, on calcule l'erreur entre y, la sortie de notre processus, et ym, celle du modèle de référence. On multiplie par l'erreur E et on multiplie par moins gamma prime. Donc pour obtenir dθ sur dt. En intégrant, on obtient θ et ce θ est multiplié par YC. Donc voilà pour ce premier exemple. On va voir maintenant un deuxième exemple où on aura un système en boucle fermée. Dans ce premier exemple, on a traité un système en boucle ouverte avec une fonction de transfert linéaire G de S quelconque. Bon, elle devra être stable, bien sûr. Dans ce deuxième exemple, on va s'intéresser à un système du premier ordre et on souhaitera poursuivre également un modèle de référence du premier ordre. Donc on a un système du premier ordre décrit par cette équation différentielle linéaire du premier ordre, dérivée de y égale moins AY plus BU. Là, comme on fait de l'adaptatif, on va supposer que A et B sont inconnus. On souhaitera poursuivre un modèle de référence du premier ordre également. Son entrée sera la consigne YC et sa sortie sera YM. Ce modèle du premier ordre sera aussi décrit par une équation différentielle de cette forme, une équation différentielle du premier ordre, dym sur dt égale moins am ym plus bm YC.
On va utiliser une commande qui a cette forme, θ1yc moins θ2y. Alors en fait, c'est une commande qui est une combinaison d'une action série et d'une action parallèle. Donc un correcteur proportionnel série et un correcteur parallèle qui agit sur le feedback. En fait, vous pouvez sortir θ1 comme facteur et écrire que c'est θ1 fois yc, donc moins θ2 sur θ1 fois y, et puis rajouter un autre terme pour compenser l'action parallèle. Donc voilà la commande, voilà le modèle de référence et voilà le système qu'on souhaite commander, A et B étant inconnus. On va prendre la commande U et la remplacer dans l'équation différentielle du système pour obtenir son équation en boucle fermée. Voilà, donc moins AY, et tout ce terme-là, c'est ce qu'on a obtenu en remplaçant U par cette expression-là. On va factoriser les Y ensemble. Il n'y a qu'un seul YC, il est là. Donc voilà l'équation de notre système en boucle fermée. Si on souhaite faire une poursuite parfaite, ce modèle-là, en boucle fermée, doit être exactement le même que celui du modèle de référence. Donc par identification, on va dire que ce coefficient A plus B θ2 doit être égal à AM, et ce coefficient B θ1 doit être égal à BM. C'est ce qu'on a écrit ici, A plus B θ2 égale à AM, B θ1 égale à BM. Nous, ce qu'on cherche, c'est θ1 et θ2, les paramètres de notre correcteur. Mais on ne peut pas les calculer puisque A et B sont inconnus. Comme on l'a fait pour le premier exemple, on va supposer dans un premier temps que ces paramètres sont connus pour obtenir une valeur idéale, si les paramètres étaient connus, de θ1 et θ2. Donc de là, de la première équation, de la deuxième plutôt, je vais tirer que θ1 c'est BM sur B. Je vais l'appeler θ1 0. Et de la deuxième équation, je vais tirer que θ2 c'est AM moins A sur B. Bien sûr, ces deux expressions ne peuvent pas être utilisées puisque A et B sont inconnus. Pour cette raison, on va faire de l'adaptatif. Là, on remarque que l'ordre du système est égal à celui du modèle de référence. On a un système du premier ordre et un modèle de référence du premier ordre également. Dans ce cas, il sera possible de faire une poursuite parfaite du modèle de référence. Imaginons qu'on ait choisi un système du second ordre pour le modèle de référence. Avec cette commande, on obtiendra toujours un système du premier ordre en boucle fermée. Donc on ne pourra pas faire une poursuite parfaite. La poursuite parfaite, c'est quand le modèle du système en boucle fermée est exactement le même que celui du système, que celui du modèle de référence. Vous pouvez avoir une erreur qui tend vers 0, mais des modèles qui soient différents entre le système en boucle fermée et le modèle de référence. On va passer au domaine de la place. On va prendre cette équation en boucle fermée et on va calculer sa transformée de la place. Donc la transformée de dy sur dt, ça sera s fois y. Et là on aura y et là on aura yc. On suppose que les conditions initiales sont nulles. Donc on va tirer y en fonction de yc. Donc ça, c'est la fonction de transfert de notre système en boucle fermée. On va faire la même chose. Donc on va calculer la fonction de transfert de notre modèle de référence, ym en fonction de yc. Et on va utiliser ces deux expressions pour calculer le gradient de E par rapport à θ, qui est la dérivée partielle de E par rapport à θ1, puis par rapport à θ2. Donc je rappelle que l'erreur c'est y moins ym. Ym va dépendre seulement de yc et de la fonction de transfert du modèle de référence. Donc ces deux variables ne comportent pas de paramètres du correcteur, θ1 et θ2. Donc en réalité, la dérivée partielle de E par rapport à θ1, c'est aussi la dérivée partielle de y par rapport à θ1. Donc dérand E sur dérand θ1 est égal à dérand y sur dérand θ1. Donc on va prendre ce y et calculer sa dérivée par rapport à θ1. Vous voyez que θ1 apparaît uniquement au numérateur avec un gain b. Donc si je dérive par rapport à θ1, je vais seulement enlever ce θ1 et tout ce qui reste,
ça sera sa dérivée. Donc ça sera B sur S plus A plus Bθ2 fois YC. Par contre, si je dérive par rapport à θ2, donc ça sera moins la dérivée du dénominateur fois le numérateur divisé par le dénominateur au carré. Donc si je dérive ça par rapport à θ2, j'aurai Bθ2 avec un moins, ça sera, j'aurai B avec un moins, ça sera moins B au carré fois θ1. Donc voilà le moins, voilà le B au carré θ1. Et on va élever le dénominateur au carré. Donc j'aurai S plus A Bθ2 au carré. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un S plus A plus Bθ2 du dénominateur et je vais prendre un θ1, un B pardon, du numérateur. Donc si vous voyez ici, donc je peux exprimer Bθ1 sur S plus A plus Bθ2 fois YC, ça sera Y. Donc là, il n'y a pas d'Y point. Donc il va me rester seulement un B. Donc j'aurais écrit que d rang E sur d rang θ2 égale à moins B sur S plus A plus Bθ2 fois Y. Donc là, il n'y a pas de point. Donc ces relations ne peuvent pas être exploitées à cause du fait que A et B sont inconnus. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour éliminer les valeurs de A et B? On va supposer que les paramètres du correcteur sont très proches des valeurs idéales qu'on a calculées en supposant que les paramètres sont connus. Donc en quelque sorte, le système est très proche d'un bon réglage. À ce moment-là, on pourra écrire que A plus Bθ de 0 est égal à AM. En fait, c'est cette expression-là qu'on a utilisée. Et comme θ est très proche de θ0, on aura également S plus A plus Bθ2 qui est très proche de cette valeur, S plus AM. Donc finalement, on va remplacer les dénominateurs ici et là par S plus AM. Voilà la règle MIT de façon générale. Voilà l'expression de d rang E sur dθ1 et d rang E sur dθ2. Donc on a remplacé le dénominateur par S plus AM. Il nous restera toujours le B. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par AM et multiplier par AM. Et le terme gamma fois B, donc sur AM, donc on va l'appeler gamma prime. Donc je multiplie par AM, je divise par AM, et puis le B sur AM fois gamma sera égal à gamma prime. Donc en d'autres termes, gamma, c'est gamma prime fois AM sur B. Donc si vous remplacez gamma par cette expression-là, vous allez retrouver l'expression encadrée ici. Donc en fait, AM sur S plus AM, c'est un système qui aura un gain unitaire. Si vous remplacez S par 0, vous allez avoir un gain statique de 1. Ici, YC est filtré par ce système, et là c'est Y qui est filtré par ce système. La même chose, le signe de B doit être connu pour connaître celui de gamma prime. On connaît le signe de AM, bon, on suppose qu'il est positif. Il doit être positif pour avoir un modèle de référence stable. Et là, gamma sera du même signe que celui de B. Donc si B est positif, plutôt gamma prime sera du même signe que B. Si B est positif, gamma prime sera positif. Si B est négatif, gamma prime sera négatif. Donc généralement, on a au moins une information sur le signe de B. Donc voilà pour ce deuxième.